Quel est le meilleur actif? Eh bien, c'est ce dont on va discuter en vidéo. Je vais parler avec vous de différents actifs que j'ai pratiqués et je vais vous donner à chaque fois ce que je trouve de positif et de négatif à propos de ces actifs. Évidemment, quand on commence la vidéo, le vent se lève, alors que franchement, c'est une très belle journée. Il fait super beau, le ciel est bleu, mais vu que je commence à parler, le vent décide de commencer à souffler. Donc, on lui demande de bien vouloir se calmer. Et donc, pour chaque actif, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs que je vois, et je vous révélerai en fin de vidéo ce que je considère être le tout meilleur actif, et c'est pas ce que vous pensez. Alors, on commence par l'or. L'or, c'est un actif dont je ne parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais il a des qualités. L'or a des qualités. Au plan fiscal, je crois que vous avez des choses où si vous le détenez depuis un certain nombre de temps, vous ne serez pas imposé sur la plus-value. Vous avez le fait que c'est sécurisant parce que de l'or physique, c'est palpable. Vous l'avez, vous savez que c'est acceptable partout dans le monde. Vous savez qu'il a fait un très bon travail de réserve de valeur. Une fois qu'on a dit ça, moi je trouve que les points négatifs de l'or sont tout à fait disqualifiants, parce que essayer de conserver de l'or chez vous, donc évidemment hein, vous pouvez le tenter, mais je trouve que c'est risqué. C'est risqué de conserver de l'or chez soi, surtout quand on commence à avoir des sommes importantes en or. Moi c'est pas quelque chose que je tenterais, parce qu'en cas de cambriolage, si ça se sait, j'en sais rien, vous pouvez avoir des graves problèmes. Essayez de passer une frontière avec beaucoup d'or sur vous, par exemple en prenant l'avion. Si vous décidez de partir loin avec votre or, eh bien je pense que c'est très risqué de se balader avec des équivalents d'or de, je sais pas moi, je crois que le maximum que vous pouvez avoir en cash, c'est peut-être 9 000 ou 10 000 euros. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Eh bien, ça va être très compliqué, je pense, de passer une frontière en ayant sur vous des grandes quantités d'or physique, sans parler du fait que ça peut être... Enfin, je pense que c'est lourd, je pense que ça peut... Honnêtement, mes connaissances sur l'or sont assez limitées, mais je le traite quand même, et ça, c'est les choses qui m'empêchent d'investir dedans. C'est que je me dis que de se balader avec une grande quantité d'or, c'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire qu'on peut vous casser la figure, ça peut être confisqué, ça peut être volé dans un bagage, etc. Vous allez devoir de toute façon, je pense, le déclarer, parce que sinon ça pourrait être immobilisé à la frontière. Donc il y a pas mal de choses qui me semblent risquées avec l'or, même si c'est un très bon actif. Et donc ça veut dire que si vous voulez avoir de l'or de façon sécurisée, vous allez certainement devoir avoir un coffre-fort, et je pense que vous avez alors des frais de garde qui sont importants, et vous êtes exposé au fait que les banques je ne sais pas si c'est des banques d'ailleurs, mais on va dire que c'est des banques qui hébergent votre or, peuvent décider peut-être d'augmenter les frais régulièrement, en vous disant voilà, il va falloir augmenter les frais pour qu'on puisse vous débloquer l'accès à l'or, vous devez nous donner tel justificatif. Enfin, j'en sais rien. J'imagine que c'est pas si simple que ça que d'avoir des quantités d'or physiques. Regardez, il y a le petit ruisseau, c'est sympa. Donc l'or physique, il y a des très bonnes qualités, c'est résilient, c'est reconnu partout, c'est palpable, mais je trouve qu'il y a des risques qui y sont associés qui font que je le trouve disqualifié. L'immobilier. Alors l'immobilier, excellent actif. L'immobilier, c'est une réserve de valeur, ça peut s'acquérir avec du levier bancaire, et le levier bancaire c'est très bien parce que c'est de l'épargne forcée. C'est vraiment un truc que font les banques bien, c'est le fait d'avoir un crédit, et le fait de rembourser comme ça de façon périodique en mettant ça dans un bon actif comme de l'immobilier. Ça vous permet de vous construire un patrimoine à votre rythme, sans parler du fait que, je ne sais pas, si vous achetez votre résidence principale, eh bien vous avez un usage de l'immobilier qui est très intéressant. L'immobilier locatif dans certains endroits, ça peut être intéressant, mais vous avez également tout un tas de problèmes avec l'immobilier, comme le fait que c'est pas liquide. C'est quelque chose que vous pouvez pas du tout c'est quelque chose que vous pouvez pas facilement rechanger en cash. C'est quelque chose qui est soumis à des évolutions réglementaires. On peut régulièrement vous augmenter telle ou telle taxe, on peut créer de nouvelles taxes. On peut créer de nouvelles réglementations qui font que si votre bien immobilier n'a pas telle ou telle norme, eh bien vous allez devoir payer pour le mettre en norme, ou avoir certaines restrictions de liberté, comme la capacité de pouvoir le louer. Vous pouvez avoir... à chaque fois que j'ai acheté un bien immobilier, il y avait des choses qui me faisaient très peur. C'est des trucs du type...
je crois que dans la plupart des pays, vous avez des lois qui font que, en cas de force majeure, l'État peut décider que votre terrain est stratégique et décider de le réquisitionner, etc. Donc il y a même une communauté, hein, une commune. Une commune peut dire on a besoin de mettre un nouvel hôpital, votre maison gêne un petit peu. Enfin, il y a des choses quand même, c'est des cas extrêmes, mais qui peuvent arriver. Et c'est à peu près tout. Enfin, oui, vous avez des impôts quand vous revendez qui peuvent être importants. Après, c'est un bon immobilier, c'est un immobilier qui est résilient, c'est un actif qui est résilient, qui a une belle valeur d'usage. Vous pouvez vraiment l'utiliser, vous pouvez vraiment vivre dedans. Tout le monde a besoin d'un toit. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant, mais ça a une très grosse lourdeur, si bien que c'est un bon actif, mais c'est pas mon actif préféré. On monte comme ça au fur et à mesure dans les actifs que je trouve bien, et ça me fait penser que j'ai oublié le Bitcoin que j'aurais dû mettre juste après l'or. Je trouve que le Bitcoin c'est un petit peu plus malin que l'or. Le Bitcoin, j'entends, si vous le gardez sur votre clé personnelle en self-custody comme on dit, c'est parce que là c'est un actif sur lequel vous avez vraiment la maîtrise de A à Z. Le problème principal que je vois avec le Bitcoin, c'est qu'il est d'ordre réglementaire. Il est d'ordre réglementaire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des changements de législation qui peuvent vous mettre hors la loi du jour au lendemain. Donc ça, je trouve que c'est pas très sécurisant. C'est un actif qui est peu connu, qui est peu accepté. Et donc pour ça, je le mets assez bas dans la classe des actifs. Même si je comprends l'idée, hein, avoir une réserve de valeur qui est aussi pratique, qui est beaucoup plus facile que l'or, parce que le Bitcoin, vous l'avez sur une clé USB. Hein. C'est votre petit wallet physique. Vous pouvez passer une frontière sans problème avec ça. Donc c'est vraiment un actif que vous pouvez embarquer avec vous. Il est reconnu, pas autant que l'or, mais il commence à être reconnu vraiment dans beaucoup d'endroits. Mais vous avez ce problème réglementaire qui fait que vous savez, ça peut toujours changer en fait, la manière dont ça peut être taxé. Est-ce que vous êtes taxé quand vous l'utilisez, ou alors est-ce que vous êtes taxé simplement parce que sa valeur s'apprécie? Enfin, tout peut changer à ce niveau-là. Et par ailleurs, en termes d'usage, donc de capacité à l'utiliser, c'est-à-dire à faire effectivement des paiements avec, à l'échanger effectivement, c'est très problématique parce que pour le moment, pour la plupart des institutions financières, le Bitcoin et les cryptos, ça reste quand même un gros red flag. Si vous arrivez dans un nouvel endroit et que dans ce nouvel endroit, vous ouvrez un compte en banque, ou vous voulez ouvrir un compte en banque, et que vous dites, voilà, j'ai pas mal d'argent, regardez, j'ai du Bitcoin, les gens vont vous dire, merci beaucoup monsieur, mais pas chez nous. Oubliez pas que les banques, elles ont des obligations réglementaires qui sont très importantes. Et la préoccupation principale d'une banque, c'est d'être en accord avec la législation. Parce que le pire truc qui peut arriver pour une banque, c'est qu'il y ait le pouvoir public qui vienne pour leur dire écoutez, vous avez eu des activités illégales, vous avez fermé les yeux sur des activités illégales, vous allez avoir de gros problèmes. Donc, pour ça, le Bitcoin, c'est quand même assez bas, même si je comprends l'idée, c'est une super idée. Ça peut vraiment aider à avoir un accès à une réserve de valeur, à un système de paiement pour des gens pour lesquels c'est compliqué, mais c'est pas encore suffisamment accepté. Et donc, si vous faites le choix du Bitcoin comme réserve de valeur, vous avez intérêt à vous connecter avec des gens, à vous connecter avec un réseau de gens qui pourraient l'accepter, qui pourraient vous donner des bons tuyaux sur la manière dont vous pouvez l'utiliser. Et puis vous avez intérêt aussi à aller vers des endroits où vous êtes sûr que c'est bien toléré et que c'est bien accepté, parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez accumulé du Bitcoin mais vous ne pouvez pas en avoir l'usage, parce que l'endroit dans lequel vous êtes, c'est devenu illégal, c'est devenu ultra taxé, etc. Donc je ne le mets pas plus haut que ça. Alors on arrive vers un de mes actifs préférés, et cet actif préféré, ce serait d'avoir une entreprise rentable. Donc vous avez une entreprise rentable, vous avez bien travaillé, et au bout d'un moment, avec une quantité de travail qui peut être importante, vous avez des process qui marchent et vous avez une vraie belle entreprise qui peut vous servir à la fois comme le moyen de vous dégager un salaire, et puis qui peut être également un moyen d'accumuler un certain patrimoine. Et ça, c'est quand même le mieux, surtout que ça veut dire que si vous avez créé une entreprise et que vous avez créé une entreprise rentable, eh bien ça veut dire que vous avez rendu un service au public et que ce service au public a été bien perçu par le marché, a été validé. Et donc une fois que vous l'avez fait une fois, vous êtes pratiquement tranquille en fait. Vous êtes pratiquement tranquille parce que si au bout d'un moment votre marché change et votre entreprise cesse de marcher, le fait que vous ayez été capable de créer, de faire grandir, de gérer une entreprise, ce sont une gamme de compétences qui fait que vous pouvez être ensuite entrepreneur dans beaucoup d'autres domaines, dans beaucoup d'autres endroits, et ce sont des compétences qui ont une valeur inestimable. Pour moi, les compétences nécessaires à faire grandir
à faire atteindre la rentabilité et à maintenir une entreprise, il n'y a pas de compétences qui sont plus importantes sur le plan économique. Vous pouvez avoir des compétences humaines qui sont aussi importantes, mais sur le plan de la richesse, de la construction du patrimoine, même de l'impact, de ce que vous pouvez apporter de positif au monde, c'est quand même très important. Ce que je dirais comme limite de cet actif, c'est que en fait, l'entreprise ne vous appartient pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'entreprise appartient en grande partie à l'État dans lequel vous exercez, parce que l'État se sert, en fait, l'État veut avoir un regard sur votre chiffre d'affaires, il va avoir un regard sur vos revenus, il va avoir un regard sur la nature de votre activité. Et donc c'est pareil, vous êtes soumis à des changements de réglementation, vous êtes soumis à des changements fiscaux, vous êtes soumis à des contrôles, donc à tout un tas de choses qui peuvent parfois vous faire sentir que cet actif vous appartient pas jusqu'au bout en fait. C'est un actif qui appartient en grande partie également au pouvoir public par leur pouvoir de taxes et de contrôle. Mais pour le coup, ce sont des difficultés. Je pense que ça vaut la peine de les assumer parce que, encore une fois, le fait d'avoir été capable de créer un tel actif, ce sont des compétences qui sont vraiment très importantes, quoi que vous souhaitiez faire par la suite. Encore plus haut dans la série des actifs que je juge les meilleurs, et là on est vraiment pratiquement au top du top, l'ETF distribuant. Je suis désolé, il n'y a rien de plus cool qu'un ETF distribuant. Donc là, vous avez vraiment une réserve de valeur. Vous avez du cash qui est disponible parce que votre ETF distribuant produit régulièrement du cash. Si vous avez choisi un bon courtier, et vous avez un bon courtier sous cette vidéo, vous pouvez vous constituer du patrimoine dans le sens où l'argent que vous accumulez, que vous stockez, vous pouvez l'hypothéquer en fait. Le fait d'être propriétaire de parts de plus en plus importantes dans des ETF, ça veut dire que vous avez une facilité de cash que vous pouvez emprunter pour financer vos projets. Donc là, on a un patrimoine qui est à la fois liquide et rentable. Et parce que c'est très facile en fait de rentrer ou de sortir d'une position. Vous avez des implications fiscales évidemment, donc il faut faire attention à ça, mais c'est possible. C'est quelque chose qui se fait vraiment sans passer devant le notaire. Enfin, c'est vraiment très très utile et très efficace comme type de réserve de valeur. Vous n'avez pas de risque, de réputation, enfin je sais pas, on ne peut pas vous refuser l'accès. C'est juste une question d'argent en fait. Si vous avez de l'argent, vous pouvez accumuler des parts d'ETF. Vous pouvez avoir comme ça, vous constituer un flux continu de cash qui continuera à vous payer tout au long de votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment parmi le top du top des actifs. Je dirais que c'est important de choisir votre courtier et de vérifier des petites choses du type est-ce que c'est facile de changer le compte en banque depuis lequel vous alimentez votre compte et depuis lequel vous le débitez. Donc très important ça, regardez si vous n'êtes pas marié pour toute la vie avec le compte en banque que vous avez utilisé. J'ai fait le test récemment avec DeGiro et donc c'est possible de changer le compte par lequel vous alimentez votre portefeuille. Et donc très important que votre portefeuille soit pas lié à une banque, que vous puissiez, parce que si la voie d'entrée et de sortie de votre portefeuille, ça dépend pas de vous, là ça devient quelque chose qui est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est important aussi et Interactive Broker aussi, c'est pareil. Interactive Broker, qui est le courtier que j'utilise pour constituer le portefeuille que vous pouvez suivre sur la page Patreon, c'est pareil. C'est assez facile d'avoir plusieurs portefeuilles qui sont reconnus, plusieurs comptes en banque par lesquels vous pouvez alimenter, faire rentrer et sortir l'argent de votre courtier. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est très important parce qu'il faut vraiment toujours réfléchir en termes de la facilité d'accès, mais également la facilité de retrait. C'est des choses qui sont très importantes. Et l'autre chose, c'est est-ce que c'est facile de changer de résidence fiscale? Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. C'est important que votre patrimoine puisse vous suivre. Et vous savez, le patrimoine immobilier, il ne peut pas vous suivre. C'est-à-dire que votre immeuble, votre maison, vous n'allez pas la prendre sur votre dos. Elle va rester dans l'endroit où vous êtes. Et donc c'est important qu'à l'instar du Bitcoin, où vous pouvez l'avoir dans n'importe quel pays, c'est plus compliqué de sortir du système. C'est-à-dire, si vous avez du Bitcoin pour cash out, vous allez devoir faire des procédures de KYC, etc. Donc il faut prendre ça en compte, mais c'est possible. Et pour les ETF, c'est également possible. Sur la plupart des bons courtiers, c'est le cas chez DeGiro, vous pouvez modifier vos informations, changer de résidence fiscale. Il suffit simplement de donner les documents. Et donc ça veut dire que vous avez un patrimoine qui peut vous accompagner. Donc je mets ça tout en haut des actifs qui sont les plus intéressants.
le truc sur lequel je mets quand même un bémol sur les ETF, c'est évidemment les risques de marché. C'est, voilà, vous pouvez avoir votre patrimoine que vous avez accumulé qui fond sacrément. Et quand je vois la réaction que beaucoup d'entre vous, enfin, pas beaucoup d'entre vous, parce que là, honnêtement, la majorité de vous, vous êtes des investisseurs avec la bonne mentalité, c'est-à-dire vous êtes là pour le long terme, vous n'êtes pas là pour faire n'importe quoi, vous n'êtes pas là pour devenir riche rapidement, vous êtes là pour vous construire un patrimoine sur le long terme, et vous avez, je pense, compris cette notion que j'essaie de partager avec vous vidéo après vidéo, que c'est pas la bourse qui vous rend riche. Ce qui vous rend riche, c'est votre capacité à apporter de l'utilité aux autres, votre capacité à apporter au marché des produits et des services que les gens auront envie d'acheter. Mais pour voir régulièrement les commentaires qui sont postés sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont paniqué pendant la correction qu'on a connue ces 2 dernières semaines, où les gens viennent de commencer à investir ou ont investi depuis 1 an, etc. Et c'est la première fois qu'ils se trouvent confrontés à une situation où ils voient que leur patrimoine fond. Et enfin, ça fait beaucoup hein, quand au bout d'une semaine on a perdu 10% et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si j'avais été en cash, j'aurais pas perdu d'argent, alors que là je vois ma fortune qui diminue. Et dites-vous que ça c'est une toute petite correction. Là vous avez un petit moment de répit et c'est pas rare qu'après un petit moment de répit ça replonge. Et donc pour ça, vous savez, ça c'est des risques. Aujourd'hui je peux l'assumer. On laisse un peu passer la rafale, mais je sais pas moi, quand je serai vraiment dépendant de mon portefeuille, quand j'aurai moins cette faculté à travailler, à créer de la valeur, à apporter des choses au marché, et que je vois que mon patrimoine est en train de fondre, je sais pas comment je réagirai. Et donc je préfère être humble là-dessus. Oui, il y a un vrai risque quand on investit, et le vrai risque quand on investit, c'est ça, c'est que ça peut franchement se casser la figure. Il peut y avoir enfin c'est hystérique les marchés financiers, hein. Et souvent quand ça se passe mal sur les marchés financiers, ça veut dire que ça se passe mal dans le monde. Et vous avez déjà l'anxiété qui vient de ce contexte dans lequel, qui a déclenché la baisse des marchés. Et donc si vous ajoutez à ça le fait que, en plus de tous les soucis qui sont liés, je sais pas moi, à cette crise économique, à ce conflit, à cette pandémie, en plus de tout ce stress que vous avez par rapport à ça, si ça a un impact immédiat sur votre patrimoine, là vous pouvez commencer à flipper. Donc c'est pour ça que je le mets pas comme le tout meilleur des actifs, même s'il est très haut dans ce que je considère comme la hiérarchie des bons actifs. Je préfère pas vendre de rêve en expliquant que ça peut être une vraie crainte, et donc il faut faire attention à la manière dont vous allez réagir le jour où ça va vraiment se casser la figure. Alors j'en viens maintenant au tout meilleur actif. Pour moi, il y avait un petit chien. Voilà, je trouve ça mignon les petits chiens. Il y a des chiens qui ont l'air gentils, il y a des chiens, je m'en approche pas, mais il y a des chiens qui ont l'air joueurs et sympas, donc voilà. Bref. Donc pour moi, le tout meilleur actif, c'est une audience. Alors je sais que en français, on dirait plutôt public, mais je préfère le terme d'audience parce que dans la notion d'audience, je trouve que vous avez quelque chose qui est un peu plus marketing, alors que dans la notion de public, vous avez plus quelque chose qui relève du spectacle. Vous voyez, le spectacle du théâtre, le public du one-man show, le public du spectacle, etc. Donc moi, je préfère parler d'audience parce que c'est plus adapté, je trouve, à un média. Et donc pourquoi je considère que l'audience c'est le meilleur des actifs? Alors je commence d'abord par vous dire que ça peut être aussi le pire des actifs. Vous savez, il y a beaucoup de créateurs qui se font bouffer par leur audience. Tous les dramas YouTube, c'est ça. Et en fait, je vais vous dire, il y a une cause principale au fait que certains créateurs de contenu se font manger par leur audience. C'est parce qu'ils cherchent à être sympas avant de chercher à être utiles. Ils cherchent d'abord à être aimés plutôt que de chercher à servir leur public. C'est vraiment de ça que vient la principale cause du fait que certains youtubeurs se crament complètement et certains youtubeurs se mangent tellement un retour de flamme de leur communauté qu'au bout d'un moment ils arrêtent en fait. Ils sont plus capables de créer du contenu et leur audience devient authentiquement toxique. Parce que si vous cherchez à être aimé avant de chercher à être utile, vous allez beaucoup plus insister sur les valeurs. Ouais, nous on est des gens comme ça, nous on est des gens, on est full bienveillance, full ouverture d'esprit, full tout ça. Et donc évidemment quand vous insistez le plus régulièrement sur à quel point vous êtes quelqu'un de cool, à quel point vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et à la première opportunité, si c'est que ça que vous apportez à votre public, si la seule chose que vous apportez à votre public c'est regardez comme je suis cool,
la première fois que vous avez un truc du type balance ton youtubeur où on voit que en privé vous êtes peut-être un peu plus une mauvaise personne que celle que vous montrez à l'écran, et immédiatement vous perdez la confiance de votre public. Et donc c'est pour ça que, je vous dis pas qu'il faut maltraiter votre public, qu'il faut être méchant, qu'il faut être agressif, etc. Je vous dis que votre focus, ça doit pas être sur à quel point je suis quelqu'un de cool. Votre focus, ça doit être sur qu'est-ce que j'apporte aux gens. Et donc c'est très clair en fait, ça doit être très clair quand vous vous lancez sur YouTube, même quand vous avez une vidéo, des vidéos comme, vous voyez sur la programmation de cette chaîne, il y a quand même beaucoup de vidéos où l'objectif c'est de faire de la news, etc. Même quand vous faites de la news et que vous cherchez à faire des vues, vous devez toujours garder à l'esprit quel type d'homme, quel type de personne vous cherchez à façonner et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et moi, si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai envie que les gens soient plus entreprenants, j'ai envie que les gens créent plus de contenu. C'est pour ça que j'ai organisé ce colloque et que je continue à organiser ce colloque où j'invite d'autres personnes à parler sur cette chaîne. C'est pour ça que je fais des vidéos où je vous encourage à entreprendre, où je vous encourage à construire du patrimoine. C'est parce que j'ai envie d'être utile aux gens et je pense qu'il n'y a rien de plus utile que de permettre aux gens d'avoir une vie où on est mieux récompensé pour les choses qu'on trouve intéressantes et où on peut se dégager plus de temps pour faire les choses qu'on trouve les plus belles. Et donc c'est pour ça que je me bats. Et je me bats pas pour que les gens disent « Ouais, Victor, il est tellement sympa, c'est cool, Victor, il pense également exactement comme moi, etc. » Voilà, j'ai pas à vous dire « Je suis quelqu'un de super bien, etc. » Moi, la relation que j'ai envie qu'on ait, c'est une relation où vous vous dites « Je regarde les vidéos de Victor, non pas parce que j'ai l'impression que Victor est l'incarnation de ce que je trouve chouette. Je veux que vous regardiez mes vidéos en vous disant quand je regarde une vidéo de Victor, ça m'apporte quelque chose, ça me motive, ça me permet de mieux penser ma carrière, ça me permet de mieux penser la mission que j'ai envie de porter. Et donc c'est ça la relation que j'ai envie d'avoir. J'ai pas du tout envie d'avoir une relation du type influenceur. Influenceur pour moi c'est pas un gros mot, mais je veux dire voilà, mec cool, mec dans le vent, etc. De toute façon je pense que c'est un peu trop tard avec les dingueries que j'ai pu balancer parfois sur cette chaîne pour avoir l'air d'être le mec le plus cool du monde et j'ai lâché l'affaire, mais au moins j'ai régulièrement des messages de gens qui me disent grâce à toi j'ai commencé à investir, grâce à toi j'ai commencé à créer du contenu, l'expérience que tu as partagée ça fait écho à ma propre expérience, donc je vais faire attention à ci ou ça. Donc voilà, donc une audience ça peut être toxique si vous cherchez à vous faire aimer au lieu de chercher à être utile. Et donc ça veut dire que le pilier pour votre création de contenu, c'est le même pilier que pour une entreprise, c'est quelle est la valeur que j'apporte. Comment est-ce que je parviens à faire passer un cap aux gens qui sont en face de moi. Ça doit être très clair. Le public auquel vous vous adressez, pourquoi vous voulez les faire progresser et pourquoi vous pensez que si plus de gens progressent dans telle voie, ça va créer un écosystème qui sera bénéfique. Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi l'audience pour moi c'est le meilleur actif? Parce que les compétences que vous allez développer pour créer une audience, c'est des compétences qui sont fondamentales quoi que vous vouliez faire. Parce que de quelles compétences on parle? On parle de compétences du type avoir une vision et être capable de la partager avec les gens. C'est des compétences du type faire adhérer des gens à votre idée. C'est des compétences du type être capable de percer sur le marché qui est peut-être le plus concurrentiel, à savoir le marché de l'attention. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais une fois que vous avez été capable de faire des vues avec vos idées, vous pouvez faire des euros avec vos produits. C'est le même processus, c'est pas un processus qui est plus difficile que ça. Vous devez avoir des compétences évidemment de régularité. Vous devez avoir des compétences du type être capable de sentir les tendances, être capable de sentir le marché. Et donc ça veut dire qu'une fois que vous avez été capable de créer une audience dans un domaine, vous êtes capable de créer une audience dans d'autres domaines. Et donc ça veut dire que quel que soit le projet que vous avez envie de porter, vous pourrez vous reconquérir comme ça, reconquérir le public, reconquérir une audience autour de ce nouveau projet que vous avez envie de porter. Une audience, c'est portable, dans le sens où vous pouvez traverser les frontières et continuer de vous connecter avec ce public que vous avez créé. Et une audience, c'est la certitude que vous êtes capable de faire passer vos idées d'une manière qui engage les gens. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure compétence, de compétences plus essentielles qu'on peut développer, parce que c'est ça le cœur de la richesse en fait. Le cœur de la richesse, c'est cette capacité non seulement à devenir bon dans un domaine, mais à faire savoir que vous êtes bon dans un domaine. Et donc c'est pour ça que je le mets tout en haut des actifs, parce que ça, personne ne peut vous le prendre. Une fois que vous avez vraiment été capable de faire passer à un public les choses que vous trouvez utiles, importantes et belles, c'est là pour toujours.
Et une fois que vous avez fait le processus une fois, vous pourrez le faire si vous avez besoin de vous relancer, de repartir à zéro. Et bien cette capacité que vous aurez développée à faire avancer vos projets, à faire adhérer les gens à vos idées, et bien c'est une compétence qui vous suivra tout au long de votre parcours. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Et maintenant, je vais terminer ma balade. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.